Now, Bruce, just look right into the camera lens right here and tell us your name, your age, and where you were born. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. Lorsque Bruce Lee est mort en 1973, le monde s'est arrêté de tourner pendant une seconde. Partout dans le monde, les gens ont pleuré à l'idée de ne plus jamais le revoir combattre ou d'apprendre une autre leçon de lui. Mais que se passerait-il si l'artiste martial le plus emblématique que le monde ait jamais connu laissait derrière lui un dernier message effrayant, caché non pas dans une lettre, ni dans un film, mais dans une conversation téléphonique? Une conversation si rare, si brutalement honnête, qu'elle change tout ce que nous pensions savoir sur Bruce Lee. Ce n'est pas une reconstruction, ce n'est pas une théorie. Voici Bruce Lee dans son moment le plus brut et le plus pur. Et ce qu'il a dit lors de son dernier appel téléphonique vous laissera sans voix. Le calme avant la tempête. Bruce Lee avait de nombreuses réunions prévues entre juillet 2017 et juillet 2073, notamment des réunions de scénario pour Le Jeu de la Fin et des discussions de post-production sur Opération Dragon qui étaient presque terminées. Il devait également rencontrer l'actrice Betty Ting Pei dans son appartement pour discuter des révisions du scénario, une tâche courante dans la vie d'un cinéaste. Cependant, selon plusieurs personnes proches de lui, dont le producteur Raymond Chow, Bruce ne se sentait pas bien dans les jours précédant le 20 juillet. Des maux de tête, des étourdissements et une perte de poids importante ont été régulièrement signalés. Sa silhouette autrefois musclée s'était visiblement amincie. En privé, il se plaignait d'épuisement et, 2 mois plus tôt, en mai, il s'était même évanoui, souffrant de convulsions et d'œdème cérébral ou gonflement du cerveau. Les médecins lui ont prescrit des médicaments, dont du mannitol, pour contrôler son état. Mais Bruce, qui n'est jamais du genre à ralentir, a refusé d'ajuster son rythme intense. Le matin du 20 juillet, Bruce se serait réveillé tôt et aurait suivi sa routine habituelle d'activité physique légère, de méditation et d'écriture. Il gardait souvent un journal relié en cuir près de son lit, dans lequel il notait tout, depuis les principes du Jeet Kune Do jusqu'à ses réflexions philosophiques. Les observateurs ont noté que Bruce est devenu de plus en plus introspectif ces derniers mois, plus concentré que jamais sur la mortalité, l'héritage et l'avenir des arts martiaux. Sa femme, Linda Lee Cadwell, a confirmé plus tard que Bruce avait développé l'habitude d'écrire des phrases cryptiques dans un journal, des pensées combinant théorie des arts martiaux et observations personnelles. L'une de ses entrées était « Soyez comme l'eau ». Nager, accident, mais aujourd'hui, soyez calme. Qu'il s'agisse d'un symptôme de fatigue mentale, de réflexion philosophique ou de quelque chose de plus sinistre, reste une question de spéculation. Malgré ces symptômes, Bruce a conservé son image publique. Il a participé à des réunions, est resté animé lors de discussions créatives et a parlé d'ambition mondiale. Pour la presse, il était l'homme qui allait devenir la première superstar asiatique d'Hollywood. Pour ses proches, il repoussait les limites de son endurance physique. Ses amis ont remarqué que son humeur fluctuait parfois. Il oscillait entre des explosions d'énergie visionnaire et des moments de fatigue visible. Son perfectionnisme s'étendait au-delà de la performance. Il a absorbé tous les aspects de la production, du montage aux angles de caméra et à la sélection musicale. Il était connu pour rester éveillé tard le soir pour revoir des films tous les jours, dormant à peine plus de quelques heures par nuit. La pression était énorme. Bruce ne s'est pas contenté de produire des films. Il a su gérer les attentes culturelles, économiques et raciales d'Hollywood et de Hong Kong. À bien des égards, il portait sur ses épaules 2 univers cinématographiques. À midi, Bruce était à l'appartement de Betty Ting Pei, apparemment en train de réviser un dialogue. Il n'est sorti que quelques minutes pour passer un appel, puis est retourné au travail. Vers 19h30, il s'est allongé, se plaignant d'un mal de tête. Elle lui a donné de l'Equigesic, un analgésique à base d'aspirine et de méprobamate, et Bruce ne s'est plus jamais réveillé. C'était censé être une journée de délai, de cahiers, de répétitions et de rituels familiers. Mais sous la surface, il y avait de la fatigue, de la peur, de la pression et du mystère. Les ingrédients qui conduiraient à l'une des morts les plus choquantes de l'histoire du divertissement. Sa mort a ensuite suscité un débat médical, juridique et culturel intense. Mais dans les heures qui ont précédé ce moment, tout cela semblait trop routinier, à l'exception d'une décision finale qu'il a prise. La Grand Trison d'Hollywood. Le dernier appel téléphonique de Bruce Lee n'était pas seulement une conversation agréable avec un vieil ami. Lorsqu'il a décroché le téléphone,
Il avait un poids sur les épaules qu'il avait désespérément besoin de partager avec quelqu'un qui, il le savait, comprendrait. Malgré son succès, sa renommée et sa fortune, Bruce était profondément mécontent de la façon dont le monde le percevait encore. Il ne voulait pas être simplement un demi-américain de Hong Kong qui frappait plus vite et plus fort que quiconque. Il voulait que les gens le respectent, lui et son art. Mais il savait qu'il était entouré d'amateurs. Le reste du monde le qualifierait d'arrogant ou d'avide s'il osait exprimer son mécontentement face à la situation actuelle. Mais cette personne saurait d'où vienne sa colère, sa déception, sa détermination. Parce qu'il était là depuis le tout début, lorsque Bruce est revenu aux États-Unis à la fin des années 60. Il croyait avoir quelque chose qu'Hollywood n'avait jamais vu auparavant. Authenticity. Il était rapide, inhumainement rapide. Il avait la présence d'une rockstar devant la caméra et un esprit aussi vif qu'un philosophe. Mais le plus important, c'est qu'il avait une histoire que lui seul pouvait raconter. Cette histoire est devenue Warrior, un concept qu'il a développé avec passion et précision. Un maître d'arts martiaux chinois erre à travers la frontière américaine, utilisant son esprit et ses compétences pour survivre. C'était audacieux, différent et personnel. Mais Hollywood a dit non. Au lieu de cela, ils ont repris le concept et l'ont transmis à quelqu'un d'autre. Le Kung Fu a fait ses débuts dans 1972, avec David Carradine dans Yellowface, un acteur blanc se faisant passer pour partiellement chinois. Bruce regarda avec stupeur et incrédulité. Ils ont non seulement volé son histoire, mais ils ont effacé son identité. On lui a dit que le pays n'était pas prêt à accueillir un dirigeant asiatique. C'était le genre de trahison qui pouvait briser une personne. Mais Bruce n'a pas craqué. Lorsqu'il débarque à Hong Kong en 1971, la presse locale le traite de mystère exotique, américanisé, étrangerisé, voire arrogant. Mais cela ne dérangeait pas Bruce. Il avait une vision. Il est entré dans les studios Golden Harvest et a déclaré « Je ne suis pas ici pour être le second de qui que ce soit. Puis vent the big boss ». L'histoire d'un homme qui jura qu'il ne se battrait jamais jusqu'à ce que l'injustice l'y oblige. Cette action brutale et explosive a provoqué une onde de choc dans toute l'Asie. Puis vint Fist of Fury, où Bruce affronta le racisme de front, brisant un panneau interdit aux chiens ou interdit aux Chinois d'un coup de pied emblématique. Enfin, La Voix du Dragon, qu'il a écrit, réalisé et dans lequel il a joué, avec la confrontation légendaire avec Chuck Norris dans le Colisée romain. Ce n'était pas seulement des films. C'était de la nouvelle. Bruce retravaillait l'image d'un Asiatique, pas soumis, pas comique, mais puissant, intègre et profondément humain. Le box-office a explosé. Le public occidental l'a remarqué. Hollywood est de retour à quatre pattes. Et Bruce? Il a dit oui, mais cette fois à ses conditions. Enter the Dragon s'annonçait déjà comme étant bien plus qu'un simple film. C'était censé être une révolution, une combinaison d'Orient et d'Occident, de spectacles cinématographiques et de profondeur philosophique. Mais dans les coulisses, Bruce brûlait la chandelle par les deux bouts. Il y avait des jours où il travaillait 20 heures sans interruption, à s'entraîner, à filmer, à monter, à enseigner. Il ne voulait pas ralentir. Le rêve était trop proche. Mais les rêves ont leur prix, et Bruce en payait déjà le prix en silence. Des ombres sur le mur. Malgré la gloire, la célébrité, la fortune, les foules en délire qui se rassemblaient juste pour l'apercevoir, Bruce Lee a été persécuté. Hanté par le temps, par la pression, par le coup silencieux mais inexorable d'un corps poussé au-delà des limites de l'humain. Il est devenu une icône mondiale. Oui, mais même les dieux se fatiguent. Son corps, autrefois sculpté comme du marbre vivant, commença à le trahir. Des évanouissements le saisissaient en plein jour, le laissant tomber comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. Les maux de tête n'étaient plus sporadiques, elles étaient chroniques, violentes et parfois accompagnées de nausées si intenses qu'il pouvait à peine parler. Mais le pire survient le 10 mai 1973, lorsqu'il est victime, sans prévenir, d'une crise qui le fait perdre connaissance au milieu d'une conversation. Il a été transporté à l'hôpital et est tombé dans le coma. Pendant un instant, il sembla que le monde retenait son souffle. Et puis il s'est réveillé. Comme ça, un miracle, ont-ils dit. Mais Bruce ne le voyait pas de cette façon. Il a vu cela comme un avertissement. Les médecins ont avancé des théories, mais aucune certitude. Certains ont blâmé le stress. D'autres ont parlé d'un œdème cérébral, tandis que quelques-uns ont pointé du doigt son programme d'entraînement brutalement intense. Des heures et des heures d'entraînement avec des poids,
des exercices de vitesse, des exercices isométriques et des étirements si éprouvants qu'ils frisent l'obsession. Mais Bruce, toujours rebelle, les repoussa. Il avait un travail à faire. Il devait montrer au monde qu'il n'était pas seulement un autre champion d'arts martiaux avec un bon timing comique. Alors il a poussé plus fort. Il ne recherchait pas seulement la perfection. Il courait contre quelque chose d'invisible, quelque chose qui s'approchait, peut-être avec la mort. Ou héritage. Les amis ont remarqué le changement. Ses yeux, autrefois perçants et malicieux, contenaient désormais une brume lointaine, comme s'il scrutait l'horizon à la recherche de quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Sa voix, autrefois pleine de confiance, devint plus calme, plus réfléchie. Il a commencé à citer Liuzzi, en parlant de couler comme de l'eau. Il a parlé de l'illusion du soi, de se débarrasser de l'ego, de vivre dans la vérité dans chaque mouvement, dans chaque mot. Il parlait, comme l'a dit plus tard un ami, comme un homme écrivant sa propre oraison funèbre. Puis le téléphone a sonné. C'était la fin de l'après-midi, humide et lourde à Hong Kong, lorsque Bruce a décroché le téléphone et a composé un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. Dan Lee, vieil ami, collègue philosophe, maître des arts martiaux de l'âme et de l'essence. Il savait que s'il y avait une personne au monde qui comprendrait pourquoi il s'infligeait tant de souffrances pour le bien de son métier, ce serait Dan. Ce qui a suivi n'était pas une conversation ordinaire. C'était quelque chose de complètement différent. Dan a décrit plus tard la conversation comme étant électrique, mais pas de manière performative. Bruce n'a pas joué. Il n'a pas essayé d'inspirer, de provoquer ou de divertir. Il parlait simplement, sévère, épuisé, enflammé par quelque chose d'urgent. La bande a commencé au milieu du morceau avec la voix de Bruce, tendue, électrique de frustration. Il n'était pas en colère contre le spectacle. Il était dégoûté. Vous avez vu de l'autodéfense tai chi. Vous avez vu toute l'autodéfense là-bas. C'est toute une question de pause. Bruce grogna, sa voix se raccourcissant comme une lame. Si tu étais là, Dan, avec les amis étrangers assis à côté de nous, à regarder les Gok et les Bai Chois, Jésus, tu serais tellement gêné. Il n'y avait aucune modération dans ses critiques. Les joueurs n'étaient pas prêts. Ils ne se sont même pas approchés. Ce sont des lâches, a déclaré Bruce, faisant tourner les têtes alors qu'il frappait à bout de souffle après le deuxième round. Ils sont pathétiques, très amateurs. Dan répondit doucement. C'est comme un combat libre. Bruce n'avait pas envie de faire ça. Ce n'est même pas un combat gratuit. Vous regardez Joe Frazier. Ce type utilise ses outils. Il est persévérant. Ces gars-là, ratent, tombent, s'embrassent, se battent. Même à Hong Kong, on appelle ça des bagarres d'enfants. Ils font toutes les positions fantaisistes, tous les mouvements fantaisistes. Mais dès qu'ils entrent en contact, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais il y avait une cible sous le feu. Bruce n'a pas laissé libre cours à ses émotions pour le bien du sport. Il s'est fixé une mission. Donc ce que j'espère faire dans le film, dit-il à Dan, c'est placer la barre plus haut. Je veux dire, vraiment, reprends-le. Dan a compris. Vous avez une véritable mission là-bas, a-t-il dit. Bruce hocha la tête, même si Dan ne pouvait pas le voir. C'est vrai, mec, non seulement pour Hong Kong, mais aussi pour gagner le respect du monde occidental. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent rapidement. Je fais cela pour améliorer la qualité. Et puis, doucement, Bruce a admis quelque chose. Il a refusé un contrat de télévision avec Warner Brothers. Il voulait le récupérer, mais il a refusé. Il a vendu sa maison aux États-Unis, l'a lâché et a recommencé à zéro. J'apporterai juste quelques livres et quelques vêtements, et c'est tout, dit-il. Dan a essayé de détendre l'atmosphère. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour déménager, rit Bruce. Mais sous ce rire, il y avait quelque chose de plus profond. Simplicité, minimalism, se concentrer. C'est vraiment aussi simple que ça, dit-il. Plus je me cherche, plus les questions deviennent claires. L'homme doit surmonter la conscience de soi. Si vous pouvez déplacer vos outils sous n'importe quel angle, vous pouvez vous adapter à n'importe quel objet devant vous, explique Bruce. Plus un objet est maladroit et limité, plus il est facile à frapper. Il marqua une pause, puis ajouta, en réalité, il s'agit d'utiliser votre corps pour réaliser que vous devenez, instant après instant, et que vous vous remettez constamment en question. Bruce, c'est vrai? Tu le penses vraiment? Une fois que j'en saurai plus, ce sera fini. Dan, profondément ému, dit, vous avez vraiment atteint un certain point. Vous devenez assez philosophe. Vous voyez le but ultime, mais Bruce ne voulait pas le laisser partir.
Eh bien, je n'étais pas encore capable de contrôler ma colère. Il l'a admis en riant légèrement, comme si Lo Tai Chuan était assez homme pour venir me frapper. C'est la fin. Dana rit, mais Bruce redevint sérieux. Je n'ai jamais refusé un défi. Depuis que je suis aux États-Unis, ces artistes BS en parlent. Je l'accepte. La première question que je posais, ai-je peur? Nombre, est-ce que je connais son intention? Oui. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Rien. Cela demande plus que de simples combats. Dana suggérait. Cela ressemble à de la maturité. Bruce l'interrompit. Pas de maturité. Il n'y a pas de tel mot. En grandissant, mec, car là où il y a maturité, il y a conclusion. Cessation. C'est fini. C'est à ce moment-là que le cercueil est fermé. Les mots étaient suspendus là. Prophétique. Plus tard dans la conversation, il a mentionné Fist of Fury. Exactement. La scène finale. Il a raconté à Dan comment il a sauté en l'air, les bras écartés, entouré d'armes à feu. Je sors et je dis, va te faire foutre, mec. M'y voici. Il a ri. Mais il y avait quelque chose de plus en dessous. Quelque chose de définitif. Dan n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Il y avait trop de choses à ce moment-là. Rage. Liberation. Peut-être même une prémonition. Bruce ne parlait pas seulement de cinéma. Il a revendiqué la paternité de son histoire, de son art, de son héritage, avant que quelqu'un d'autre n'écrive la fin pour lui. Il s'agissait de récupérer, retrouver la paternité, récupérer la vérité, récupérer son héritage avant que quelqu'un d'autre n'écrive la fin pour lui. Dan a déclaré plus tard qu'il n'avait jamais entendu Bruce paraître aussi humain, aussi vulnérable et pourtant aussi indestructible. Cette connexion devait être leur dernière. Et avec le recul, ce n'était pas seulement une conversation. C'était le rappel. Mais Bruce n'a pas quitté la scène. Il a couru droit dans le feu. Pan! Quelques heures après cet appel téléphonique crucial, une conversation intime qui portait tout le poids de l'âme de Bruce Lee, il entra dans ce qui allait devenir le lieu le plus mystérieux de sa vie. L'appartement de Betty Tingpei à Kowloon Tong. C'était censé être une réunion tranquille. Discussion du scénario du nouveau film intitulé Game of Death. Mais le destin a décidé d'un scénario différent. Bruce s'est plaint d'un mal de tête. Betty lui a donné un analgésique ordinaire, un mélange de méprobamat et d'aspirine. Il s'est allongé pour se reposer. Il ne s'est jamais levé. Lorsque le monde a été informé, le choc a été sismique. Bruce Lee, âgé de seulement 32 ans, dans sa meilleure forme physique, un homme qui défiait les limites, était parti. La cause a été évoquée comme étant un œdème cérébral. Édème cérébral. Mais même cette explication semblait incomplète. Stérile et bien trop ordonné pour quelqu'un dont la vie était tout sauf cela. Les fans ont explosé d'incrédulité. Comment un homme qui se déplaçait comme un dieu, qui a façonné sa propre mythologie sous les yeux du monde, a-t-il pu être victime de quelque chose d'aussi discret qu'un comprimé contre le mal de tête? Les rumeurs ont explosé. Toutes. Des réactions allergiques retardées aux meurtres de triades et aux malédictions issues d'anciennes superstitions chinoises. Une théorie affirme même qu'il aurait été puni par les esprits pour avoir révélé des secrets d'arts martiaux au public occidental. À ce jour, aucune explication n'a répondu à toutes les questions. Des amis proches comme Dan Inosanto, Chuck Norris et James Coburn ont été dévastés non seulement par la perte, mais aussi par le silence béant qui l'a suivi. Bruce était un volcan d'énergie, débordant d'idées, de philosophie et de visions du futur. Et comme ça, il fut réduit au silence. Mais ce dernier appel téléphonique quelques heures plus tôt, ce moment brut et imprévu, est devenu autre chose. Une capsule temporelle spirituelle, son dernier témoignage non censuré sur un monde qu'il a passé toute sa vie à essayer de réveiller. Il n'y avait aucune tristesse là-dedans, mais de la clarté, et son importance n'a fait que s'accroître avec sa mort. C'était comme si Bruce le savait. Non pas que la fin était proche, mais qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Il a passé le flambeau dans cet appel. Pas sans fanfare, pas au combat, mais dans la conversation. Des échos dans la cage. Regardez n'importe quel octogone de MMA moderne et vous trouverez des échos de Bruce Lee dans chaque coin. Il n'a jamais combattu dans l'UFC. Il n'a jamais porté de gants de 4 onces, ni mis les pieds dans la cage sous les lumières vives d'un pay-per-view. Pourtant, ses empreintes digitales sont partout. La philosophie de Bruce Lee, qui consiste à absorber ce qui est utile, à rejeter ce qui ne l'est pas et à ajouter ce qui vous appartient uniquement, est devenu le modèle des systèmes de combat qui dominent aujourd'hui. Bien avant The Ultimate Fighter,
Avant que Dana White ou Joe Rogan ne fassent des arts martiaux mixtes un phénomène mondial, Bruce vivait déjà l'esprit du cross-training. Boxe, escrime, Wing Chun, Judo, Zapasi. Il ne considérait aucun style comme complet. Dana White lui-même a qualifié Bruce Lee de père des arts martiaux mixtes. Georges St-Pierre, largement considéré comme l'un des combattants de MMA les plus complets de l'histoire, admet ouvertement que Bruce est la raison pour laquelle il se bat. Ils suivent tous les traces philosophiques de Bruce. Et pourtant, si vous jetiez Bruce dans la cage aujourd'hui, il perdrait probablement contre des combattants de haut niveau. Ce sport a évolué. Les joueurs sont plus rapides, plus forts et plus spécialisés. Mais ce n'est pas une insulte. C'est un héritage. Bruce n'était pas censé être le meilleur. C'était censé être un point de départ. Il a allumé la flamme. Le feu moderne a toujours été conçu pour brûler plus intensément. Longtemps après sa mort prématurée, la philosophie de Bruce Lee a non seulement survécu, mais s'est étendue bien au-delà des frontières des arts martiaux. Aujourd'hui, ses paroles sont analysées non seulement dans les dojos et les gymnases, mais aussi dans les salles de classe, les amphithéâtres et les studios de création du monde entier. Bruce Lee considérait les arts martiaux comme un miroir. Il ne s'agissait pas de vaincre son adversaire sur le ring. Il s'agissait de laisser tomber les illusions, l'ego et la peur pour rencontrer la version la plus vraie de vous-même. Pour lui, la plus grande lutte à laquelle une personne puisse être confrontée n'est pas extérieure, c'est interne. Il croyait que la discipline, l'honnêteté et la fluidité de pensée étaient aussi essentielles à la survie que la force ou la vitesse. Dans chaque coup, dans chaque arrêt, il y avait une leçon sur la vie elle-même. Adaptez-vous. Soyez présent. Soyez comme l'eau. Mais le véritable poids de sa philosophie n'a jamais été aussi évident que dans ces derniers jours, en particulier lors de cette rare et intime conversation téléphonique. Dans ces moments-là, l'image mythique a cédé la place à l'homme. Il ne s'agit pas d'une icône immaculée, mais d'un être humain aux prises avec la douleur, la pression et la contradiction. Il ne parlait pas comme le guerrier invincible que le monde connaissait, mais comme un père, un visionnaire et un homme chargé d'attente. Il a révélé la frustration de Bruce Lee face à la façon dont le monde l'avait limité, à la façon dont Hollywood l'avait réduit à des caricatures et avait ignoré ses messages les plus profonds. Il a exprimé ses pensées comme quelqu'un qui savait que le temps était compté, défiant la même industrie qui l'avait à la fois élevé et limité. Sa voix portait de la douleur, oui, mais aussi du feu. Il ne recherchait pas la pitié. Il n'a pas exigé sa libération. Il a appelé à la révolution, à la transformation. Il n'avait aucune patience pour la stagnation, que ce soit dans l'art, la philosophie ou l'âme. C'est pourquoi son héritage refuse de mourir. Parce que Bruce Lee n'a pas seulement appris aux gens à se battre. Il leur a appris pourquoi se battre, ce qui valait la peine d'être défendu, ce qui vaut la peine d'être transcendé, et comment ne jamais se contenter de rien de moins que la vérité. Ce que Bruce Lee a dit lors de sa dernière conversation téléphonique n'était pas seulement une déclaration, c'était une prise de conscience. Une vie de lutte, de discipline, de frustration et de vision inflexible compressée dans une dernière explosion de vérité non scénarisée. Il n'est pas apparu devant les caméras à ce moment brutal. Il n'écrivait pas de philosophie pour un livre ou ne s'entraînait pas pour une autre scène de combat. Il parlait à quelqu'un qui comprenait le poids de ce qu'il portait, peut-être pour la dernière fois. Si vous ne pouviez poser qu'une seule question à Bruce Lee après avoir entendu son dernier appel, quelle serait-elle? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.